Bonjour à tous, ou rebonjour, puisqu'on a interagi avec, j'ai interagi avec plusieurs d'entre vous. Aujourd'hui, ce soir, on va parler d'aller au-delà de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est ce sentiment de plus en plus courant chez les jeunes, mais pas que le futur ne s'annonce vraiment pas tout rose, voire qu'il est terrifiant. C'est une angoisse, c'est une inquiétude, ça prend de nombreuses formes. On pourrait appeler l'éco-anxiété différentes choses. Je ne vais pas parler des crises d'angoisse. C'est un sujet qui est complètement hors de mon champ de compétences. Je ne sais pas gérer une crise d'angoisse autrement qu'en prenant la personne dans mes bras et en la serrant contre mon cœur. C'est une approche humaine, mais je parle plus de sortir, c'est aider notamment vos étudiants à sortir du trouble et du côté négatif de l'éco-anxiété. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma présentation d'hier, je vais me représenter, Joël Gréa. Ça fait plus de 15 ans que je vulgarise les sujets environnementaux, et en fait, ça fait très 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 longtemps que c'est en moi, puisque quand on me demandait ce que je voulais faire quand je serais plus grand, quand j'avais 8 ans, je répondais, j'ai lu sur les sciences et avenir de maman qu'il y aurait probablement une pénurie énergétique de mon vivant, on va manquer d'énergie et notamment de pétrole. J'ai cru comprendre qu'il y avait énormément de potentiel dans l'énergie solaire, mais que le rendement actuel des panneaux solaires était catastrophique. Donc moi, je vais être chercheur en physique pour inventer des nouveaux panneaux solaires. Pour un gamin de 8 ans, début des années 80, c'était pas mal, puis c'était plutôt précis. Bon, en faisant mes études de master d'électronique pour aller dans cette direction, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça, et que le sujet n'était pas tellement dans la recherche, mais plutôt dans la mise en œuvre et l'application. Je suis tombé dans la vie active en sachant plus trop quoi faire, parce que j'avais été déçu par le monde de la recherche et finalement je n'y étais pas allé. Et en parallèle de l'activité économique qui me nourrissait, je me suis mis à faire de la vulgarisation scientifique sur les enjeux environnementaux sur un réseau social naissant, Facebook. Et là, on m'a repéré, on m'a demandé d'aider à animer la page de Jean-Marc Jancovici. Donc, c'est une page qui a été faite par des gens sans lui demander son avis initialement. Et il nous a laissé tranquille pendant des années, et il est venu s'en mêler quand il a lancé The Shift Project. Donc, on a contribué à faire sa notoriété et à faire émerger l'association des shifters, qui sont en fait en grande partie des gens qui étaient venus sur cette page Facebook. Donc, c'est très intéressant de voir tout est lié au final. Nous sommes dans un monde qui est systémique. Les actions des uns ont des conséquences en cascade. Donc, par la suite, j'ai fait des comptes. Je pense que le niveau pile, c'est pas ça. Donc, par la suite, j'ai fait des conférences qui s'intéressaient qui mariaient l'histoire, l'économie et la science pour parler d'effondrement de civilisation. L'énorme avantage, et on rejoint ce que disait Antoine, c'est que par rapport à des conférences sur le climat et le fonctionnement scientifique, ça me permettait de toucher d'autres populations. En parlant de comment ça marche une civilisation, j'allais toucher avec des bases scientifiques. Et en parlant climat et économie, j'avais la possibilité de toucher des fans d'histoire, des fans d'économie, etc. Ce qui me permettait de sensibiliser de façon beaucoup plus large que si j'avais juste parlé du fonctionnement du système climatique et du rapport du GIEC. Je me suis retrouvé membre du comité scientifique de Time for the Planet. Donc ça, j'ai déjà présenté la dernière fois. Je vous invite, si vous ne connaissez pas et si vous n'avez pas vu la dernière présentation, je vous invite à aller regarder. Mais fondamentalement, c'est lever 1 milliard d'euros pour financer des innovations qui vont contribuer à lutter contre les dérèglements climatiques, une forme de crowdfunding où on crée une communauté qui est agissante, qui a envie d'aider. Et ce point communauté agissante, on va le voir, ça a énormément d'impact et ça a un rapport avec l'éco-anxiété.
comme toujours dans mes présentations, comme je sais que je vais heurter de plein fouet des idées préconçues, des croyances qu'on a envie d'avoir, je rappelle qu'il faut aimer la vérité plus que soi-même et les autres plus que la vérité. Je vais parler de sujets sur lesquels il est fort possible que vous ayez des croyances et il est fort possible qu'elles soient erronées. Il est également possible que ce soit moi qui sois erroné, mais comme j'ai sourcé l'intégralité de mes slides et de mes supports, c'est moins probable. Alors, le premier slide, je l'ai appelé « Tous éco-anxieux », puisque c'est une légère exagération, en fait, c'est presque tous éco-anxieux. Il y a une étude scientifique qui est sortie. Vous pouvez y accéder en allant scanner le QR code. J'ai testé ce qu'on appelle une présentation transmédia, donc quasiment tous mes slides, il y a un QR code pour aller voir soit une vidéo, soit une source scientifique qui étaye le propos. On pourra également partager, j'ai mis les liens en dessous. Donc, il y a une étude scientifique qui est sortie, qui a fait un sondage sur 10 000 jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays sur je ne sais plus combien de continents. Il y a le Nigeria, il y a un pays en Amérique du Sud, il y a la France. Enfin bref, l'éco-anxiété planétaire, dans l'ensemble, 3 jeunes sur 4 se disent terrifiés par l'avenir. Il y en a à peu près la moitié qui considèrent que l'humanité est foutue. Et bah, c'est vraiment problématique et ça pose question. Le fait qu'ils soient terrifiés par l'avenir, c'est pas forcément malsain. Le fait qu'ils considèrent que c'est foutu, c'est malsain. Alors, ce qui est terrible, comme nous l'apprend cette étude, c'est que quand ils en parlent, il y a à peu près la moitié qui estiment qu'on les ignore quand ils parlent de leur angoisse, quand ils parlent de leurs émotions. Il y en a pas plein qu'on les ignore ou qu'on les, quelque part, balaye d'un revers de la main. J'ai eu un petit peu mal à traduire dismiss. Je considère que c'est balayer d'un revers de la main. Potentiellement, c'est la façon dont ils interprètent comment on réagit. Puisque on a interrogé les jeunes. Il est fort possible qu'ils considèrent qu'on les dismiss quand on leur dit « mais non, c'est pas aussi grave que ce que tu penses ». Encore une fois, c'est une question d'interprétation. Alors, pour la petite histoire, on estime qu'il y a 20% des jeunes qui n'en parlent même pas. Ils sont angoissés, ils sont terrifiés par l'avenir, mais il y a 20% n'en parlent pas. Et en fait, la réalité, c'est creuser un petit peu, ce n'est pas dans l'étude, mais les jeunes que je côtoie, ils en parlent très peu. Ils en parlent très peu avec leurs amis, ils en parlent très peu avec leur famille. Et c'est problématique. Nos émotions, existent. Les émotions sont un outil social que l'évolution nous a donné pour échanger avec les autres. On n'est pas censé les garder pour nous. Mais notre société nous a formés à les garder pour nous. Alors, ce qui est terrible, c'est que l'une des réactions probablement classiques qu'il peut y avoir à ces émotions négatives, nos modes d'action, de la douleur. Cette image, votre connexion Internet est instable, c'est dommage. Cette image, je l'ai tirée d'une chanson de vulgarisation scientifique par Baba Brickman qui s'appelle Feeling for a Reason, qui nous explique justement que les émotions sont là avec un objectif. L'évolution a sélectionné des processus cognitifs qui nous font ressentir des émotions. Après, ce n'est pas les processus cognitifs, c'est le mauvais terme, mais bon, des processus intellectuels qui nous font, cérébraux,
qui nous font ressentir des émotions cérébraux et chimiques. Et c'est l'équivalent de la douleur quand on est en train d'abîmer physiquement son corps. Je ne dois pas continuer dans cette décision, j'enlève. Une émotion négative, c'est l'équivalent de la douleur. Donc, si vous avez une émotion négative, il faut en tenir compte. Il y a des gens qui ont des maladies qui font qu'ils n'ont aucune douleur, ils sont en danger de mort permanent. Ils peuvent se brûler parce qu'ils n'ont pas senti que leur bras était en train de brûler. Ne pas écouter ces émotions, ça revient à minimiser les émotions ressenties, ça revient à ça. Et en fait, ça ne marche pas. Quand vous essayez de minimiser une émotion, ça vous prend par l'arrière et ça a de fortes chances de vous emmener vers la dépression. Parce que le cerveau ne se laisse pas avoir. Donc, c'est Feeling for Reason, la chanson. Et ça explique, par exemple, qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives et elles ont des objectifs différents. Les émotions positives, elles vous incitent ressenties positivement. Les émotions ressenties positivement et des émotions ressenties négativement. Je vais préciser ce que... Donc, les émotions ressenties positivement, ça vous incite à répéter les comportements qui vous ont amené à ressentir cette émotion. Les émotions négatives, elles vous incitent à éviter ce qui vous a mis dans cette situation. Émotion en latin vient de immovere, mettre en mouvement. Nous ne sommes pas des animaux rationnels. Ça, c'est pour les économistes. Nous sommes des animaux émotionnels. Ce sont les émotions qui nous font agir. Alors, notre raison peut agir sur nos émotions, mais c'est les émotions qui nous font agir. Donc, la peur, l'éco-anxiété, elle nous dit qu'il faut agir. Mais ce n'est pas si simple. Alors, un point qui est très intéressant et qui explique aussi pourquoi c'est assez inefficace d'expliquer à un jeune éco-anxieux « tu ne devrais pas être aussi inquiet », c'est qu'une fois qu'on a ouvert les yeux suffisamment, on a suffisamment pris conscience des enjeux, on ne peut plus vraiment les refermer. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On ne peut plus vraiment les fermer parce qu'on a constamment des piqûres de rappel. Des piqûres de rappel, par exemple, l'actualité. Ça, c'est une carte avec quelques exemples des anomalies climatiques directement liées au dérèglement climatique du mois d'avril 2022. Ce qui veut dire que tout au long du mois d'avril 2022, si pour quelqu'un qui suivait un petit peu l'actualité du monde, il y avait des emmerdes directement liées au dérèglement climatique qui étaient en train de se passer. Autant vous dire qu'il n'y a pas un seul jour où il y avait zéro activité mauvaise en lien avec le climat. Pas un seul. Ça peut être également, les piqûres de rappel, ça peut être également des publications scientifiques. Par exemple, quand on a une petite quantité de scientifiques qui viennent nous rappeler que sous-estimer la difficulté qu'il y a à éviter un futur plus que terrifiant, je ne sais pas la traduction pour Gasly en français, c'est terrifiant, mais c'est encore pire que terrifiant. Ce genre de publications se multiplient. Si ce n'est pas des publications scientifiques, c'est des lettres ouvertes signées par des centaines de chercheurs. Le rapport du GIEC est de plus en plus alarmant. Il faut bien faire la différence entre alarmant et alarmiste. Un propos alarmant, c'est qu'il vous alerte sur un danger réel avec l'intention de gérer le danger. Un propos alarmiste, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire angoisser parce qu'il aime vous faire angoisser. Donc, c'est très important de choisir les bons mots. Quand on utilise le terme alarmiste ou effondriste, comme j'ai entendu hier, au lieu de alarmant, on prête à l'autre un propos, une volonté d'angoisser, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, pour la plupart du temps, la volonté est de faire réagir. Et les jeunes à qui on va dire « mais non, tu paniques », ils n'ont pas envie qu'on leur dise qu'ils paniquent pour rien. Parce que ce n'est pas vrai. Ils ont peur de quelque chose qui est un danger qui est réel. Certains, je ne sais pas, mais probable et réel, oui, sinon il n'y aurait pas autant de scientifiques qui alertent. Alors, ce qui est même pire, c'est que même si on va changer les esprits, comme je le fais souvent, en allant se balader au bord de l'eau, ça c'est la Saône,
eh ben, des observations directes peuvent vous faire des piqûres de rappel. Alors, moi, quand j'étais petit, j'ai vu arriver, suite à l'amélioration de la qualité de l'eau de la Saône ou des changements climatiques, je ne suis pas capable de vous dire vraiment l'ensemble des facteurs qui a déterminé, j'ai vu arriver les premiers signes, depuis très longtemps en tout cas, sur la Saône. J'ai grandi au bord de la Saône et ils sont arrivés à peu près quand j'étais au collège. Au début, il y en a eu 2, puis il y en a eu de plus en plus, et maintenant il y en a plein. Donc là, en me promenant au bord de la Saône, ça c'est à côté de... c'est à Caluire, j'ai vu un nid de cygne tout neuf, avec des œufs dedans. Si j'ai même vu construire, mais je n'ai pas pris les photos parce que je n'avais pas mon téléphone à ce moment-là. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, l'eau est montée. Alors, quel rapport avec le dérèglement climatique? L'eau a monté à toujours, oui, mais elle ne montait pas à cette saison-là. Le cycle de l'eau a été perturbé par le dérèglement climatique. Et j'ai vu des cygnes lutter contre les conséquences du dérèglement climatique en essayant de préserver leurs œufs en mettant des petites branches autour de leur nid. C'est une piqûre de rappel. Celui qui a les yeux ouverts, les piqûres de rappel, il en voit tout le temps. Tiens, aujourd'hui, il fait 10 degrés au-dessus des normales saisonnières. À la télé, ils appellent ça une température douce pour la saison. Maintenant que je suis au courant, je me rends compte que ça va contribuer à abîmer les récoltes et qu'un jour, on risque de manquer de nourriture. Tiens, il y a une vague de froid. Celui qui est bien informé, il se rend compte que c'est en lien avec que ça peut être en lien avec les perturbations du dérèglement climatique et le ralentissement du jet stream, etc., etc. Et plus on a les yeux ouverts, moins on peut les fermer. Donc, essayer de dire à quelqu'un, de rassurer quelqu'un en minimisant le problème, c'est passer pour celui qui n'a pas compris. Et c'est contribuer à créer une distance entre vous qui est fait partie du problème. Parce que alors, une autre observation directe, j'ai grandi dans le Jura. Enfin, j'allais en vacances dans le Jura, pour être très précis. Ça, c'est ce qu'on appelle la petite montagne, des forêts verdoyantes, très sympathiques, c'est plein d'eau. Sauf que, en fait, c'est plein d'eau, mais ça l'est de moins en moins. Et il y a une dizaine d'années, j'avais annoncé que les scientifiques prévoyaient la mort des forêts de hêtres. Ben, ça y est, ça a commencé. Les scientifiques se sont trompés. C'est arrivé bien avant que leur prévision. Donc, des piqûres de rappel, on en a tout le temps. Alors, on entend souvent que ça serait la peur qui paralyse. Ce n'est pas la peur qui paralyse. Les études scientifiques le rappellent. Donc là, je vous ai mis un lien vers un article de YouMatter qui fait le point sur ce que raconte la littérature scientifique sur la peur. La peur est au contraire l'un des moyens les plus efficaces pour mettre les gens en action, en mouvement, pour une raison toute bête. Ça fait des millions d'années qu'il y a une sélection naturelle pour fuir ses prédateurs, sinon on meurt. Et jusqu'à preuve du contraire, un lapin qui s'est fait bouffer par un aigle, il ne se reproduit pas et il n'a pas d'enfant. Donc, il y a une sélection naturelle qui fait que si tu n'écoutes pas tes peurs pour fuir le danger, ou en tout cas réagir au danger, tu disparais et tu ne te reproduis pas. Donc, la peur est le levier le plus efficace pour amener les gens en mouvement. Donc, l'éco-anxiété est par conséquence une source pour amener les gens à réagir au dérèglement climatique. Donc, il n'est absolument pas pertinent de lutter contre l'éco-anxiété, il faut s'en servir. Mais en revanche, et là où c'est vicieux, et c'est pour ça que beaucoup de gens font l'amalgame, c'est que la peur, elle va souvent de pair avec un sentiment d'impuissance et de se sentir seul. Et ça nous isole, parce que nous sommes des animaux, ça nous paralyse, parce que nous sommes des animaux sociaux, et nous n'aimons pas agir seuls, et surtout, si on se sent impuissant, on ne sait pas où aller. Je reprends l'image de la biche, ce qui fait que la biche, de temps en temps, les biches, elles s'enfuient, elles ne se font pas renverser par les voitures, c'est quand en fait, elles sont d'un côté de la voiture et qu'elles savent où aller. Là, la biche, elle voit un phare à gauche, un phare à droite, elle ne sait pas où aller. Elle se sent impuissante parce qu'elle dit « je ne peux pas aller à gauche, je vais me faire renverser par le phare de droite. Je ne peux pas aller à droite, je vais me faire renverser par le phare de gauche. » Le phare, j'ai pris l'orientation de la voiture.
Donc, ce qui nous rend, ce qui nous paralyse, c'est de se sentir seul et impuissant. Et c'est ça qui est terrible avec l'éco-anxiété, c'est de se sentir seul et impuissant. Les émotions négatives, elles sont utiles. Mais si on se sent « j'ai envie de bouger, mais je suis coincé », c'est là qu'il y a un problème. Donc, il faut, si on veut aider les personnes éco-anxieuses, il faut efficacement lutter contre ça. Nous sommes des animaux sociaux, nous sommes faits pour faire face aux dangers ensemble. C'est nous nous protégeons les uns les autres. C'est comme ça que l'évolution l'a voulu. C'est comme ça qu'on le ressent. On se sent en sécurité quand on est avec d'autres êtres humains qui vont nous aider à faire face aux dangers qui nous menacent. C'est ça le fondement du noyau familial. C'est ça le fondement de l'amitié. Nous aidons les uns les autres à faire face aux dangers. Et nous créons du lien social de façon à ce que le jour où le danger arrive, les gens aient envie de nous aider parce qu'on a un lien qui nous unit. Alors, il y a une excellente vidéo de Simon Sinek que je vous invite à aller voir, Why Leaders Eat Last, sur ce que c'est qu'être un leader et par extension ce que c'est qu'un groupe et l'utilité du groupe. Et comme on le voit sur le dessin, l'image que j'ai prise, c'est que le groupe, il est censé, à l'extérieur vous agresse, il y a des dangers, c'est une constante à l'extérieur, mais le groupe vous protège et vous êtes censé vous sentir protégé par le groupe. Mais pour se sentir protégé par le groupe, il faut que le groupe il prenne en considération quand vous l'alertez sur un danger. Ce qui n'est pas ce qui arrive quand 50% des jeunes qui parlent je suis éco-anxieux, ouais, tu ne devrais pas, ta gueule, j'ai pas envie d'en parler. On ne se sent pas en sécurité si le groupe ne prend pas en compte nos peurs. Peurs que l'on considère comme justifiées, puisque les scientifiques, de nombreux scientifiques, disent qu'elles le sont. Malheureusement, il y a deux raisons au dérèglement climatique. La première, c'est les activités humaines, et la deuxième, c'est l'inaction humaine. Pour plein de raisons, la société n'a pas vraiment bougé. La société s'est informée, s'est sensibilisée, mais n'a pas encore vraiment commencé à agir face aux enjeux climatiques et environnementaux au sens large. Ce qui induit que nous, animaux sociaux, nous sommes tiraillés entre deux désirs primordiaux extrêmement forts. Le premier, c'est réagir au danger. Le deuxième, c'est faire comme le groupe. Pourquoi? Parce que le groupe a des habitudes, des coutumes, des façons d'être, et que se comporter comme le groupe, c'est appartenir au groupe. Appartenir au groupe, c'est bénéficier de sa protection. Donc, quelqu'un qui est éco-anxieux et qui voit le groupe ne pas réagir, le groupe c'est l'humanité en l'occurrence ici, mais ses proches, sa famille, son entreprise, ses employeurs et ses collègues, le groupe c'est les personnes avec qui on interagit. Et bien là on se retrouve en tiraillé entre j'ai un danger, il faut réagir, je veux faire comme le groupe parce que sinon je me mets en danger de ne plus avoir la protection du groupe. Donc c'est risque, perception dans notre inconscient, risque mortel dans les deux cas. Très, très compliqué de trancher. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en dissonance cognitive. Donc, comme l'explique, j'ai oublié son nom, c'est Stéphane, de la chaîne Homo Fabulus. Donc, c'est un chercheur en psychologie évolutionnaire. C'est un chercheur dont la spécialité est d'essayer de comprendre comment les mécanismes de sélection naturelle ont fait émerger la psychologie humaine, ce qui permet au final d'avoir une compréhension fine, une compréhension d'ingénieur, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, Stéphane l'utilise souvent la comparaison psychologie évolutionnaire ingénieur, une compréhension d'ingénieur de la psychologie. Comment ça marche et pourquoi ça marche comme ça. Et l'une des choses qui est intéressante, c'est qu'au sein de nos cerveaux, nous avons ce qu'il appelle des logiciels spécialisés. Et de nombreux logiciels spécialisés
pour nous inciter à certains comportements, pour nous amener à certaines choses, ou pour nous donner des informations. Il y a un logiciel pour reconnaître les visages, il y a un logiciel pour déclencher l'émotion de la peur, il y a un logiciel pour ci et ça, etc., etc. Et de nombreux programmes compliqués. Et en général, c'est très souvent que ces logiciels sont en contradiction. Mais il y en a un qui prend le dessus et dans ce cas-là, c'est bon, on se plie. Mais quand il y a deux dangers mortels, c'est compliqué qu'il y en ait un qui prenne définitivement le dessus. Donc, il y a une dissonance cognitive durable et un mal-être durable. Le cerveau, les humains n'aiment pas être en dissonance cognitive, ils n'aiment pas être en incohérence. Alors, il y a un message qu'il faut passer à toutes ces personnes éco-anxieuses. Ce n'est pas vous le problème. Comme le dit Alice, le docteur Alice Desbiol, qui a écrit sur le sujet et qui travaille sur le sujet de l'éco-anxiété depuis des années. Alors, le livre, je ne l'ai pas lu, mais j'adore la citation. Être éco-anxieux, c'est être lucide dans un monde qui ne l'est pas. Ce ne sont pas les personnes éco-anxieuses qu'il faut changer, c'est le monde. Et ce qui est génial, en revanche, c'est que ça met les personnes éco-anxieuses dans une position de vous pouvez être les héros qui font changer le monde. Vous êtes en avance sur le monde. Donc c'est très positif. Et ça, c'est un message qui est pertinent à leur amener. Mais pour les aider, il est également important de leur expliquer pourquoi l'inaction. Justement, en leur expliquant le fonctionnement du cerveau, la psychologie humaine, pourquoi les biais cognitifs des uns et des autres, pourquoi l'inertie sociale fait qu'on n'a toujours pas véritablement commencé à agir face aux menaces climatiques et environnementales. La société n'a pas commencé à agir, parce que de nombreux individus ont commencé à agir. Il faut expliquer l'inaction, ce qui leur donne des clés pour savoir ce qu'il faut faire, et également, ça leur donne la compréhension que les personnes, quelque part, qui ne réagissent pas, sont potentiellement des victimes, entre guillemets, de l'évolution. Que ce sont des personnes qu'il faut aider. Et ce qui est génial avec un être humain, puisque nous sommes des animaux sociaux, des animaux empathiques, c'est qu'on n'est jamais autant heureux ou quasiment jamais autant heureux que quand on aide quelqu'un d'autre. Donc dire aux personnes éco-anxieuses, vous pouvez aider les autres. Alors paradoxalement, c'est aider les autres à devenir éco-anxieux aussi. Puisqu'on a dit, être éco-anxieux, c'est pas malsain. C'est extrêmement sain d'être éco-anxieux quand il y a une menace climatique qui pèse sur l'humanité tout entière. CF, la précédente conférence, CF, le fait que sur les 6 dernières fois où une espèce proche de la nôtre, hominidée du genre Homo, a rencontré un dérèglement climatique, 5 fois il y a eu extinction de l'espèce. C'est extrêmement sain d'être inquiet dans un contexte pareil. Et donc, expliquer pourquoi les autres et la société tout entière est dans l'inaction, mais structurellement les personnes éco-anxieuses dans la position vous pouvez les aider, voire vous devez. Et ça, c'est kantien. Alors, un point important, c'est qu'il faut être dans le mouvement. Il faut aller de la peur à l'espoir. Les émotions négatives, elles vous disent vous devez bouger, mais elles ne vous disent pas vers où. On en revient à cette fameuse biche prise entre les deux phares. Si vous ne donnez pas la direction où il faut aller, vous êtes dans le sentiment d'impuissance. Donc, il faut donner l'espoir. Victor Ferry, un autre youtubeur, spécialiste de la rhétorique, nous l'explique très bien dans une vidéo où il explique que Jean-Marc Jancovici fait relativement bien ce travail de préparer au pire, en maniant la peur et l'espoir. Et rien de nouveau sous le soleil, hein. Aristote le disait déjà. Comme je ne vois pas mes notes, je ne vais pas vous lire la citation parce que je ne la connais pas par cœur. Mais il y a une citation d'Aristote, vous l'entendrez si vous allez regarder la vidéo de Victor Ferry. Donc, il faut amener les gens d'une émotion négative vers l'espoir, qui est une émotion positive. Comme je suis un ingénieur et que ça déforme complètement mon vocable, je parle d'un champ émotionnel comme il y a un champ électrique qui permet de faire bouger une particule chargée. Pour amener les gens à bouger, il faut partir d'une émotion négative et aller vers une émotion positive.
on se croirait dans Star Wars, c'est important d'avoir l'équilibre dans la force. De façon générale, et ça c'est vraiment un point qui est important et je vous invite à faire vôtre sur tous les sujets, nous devons faire de nos émotions une force. Les émotions, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous motive. Toutes les émotions. Il faut les embrasser, les accepter et les utiliser. Il faut les utiliser pour s'entraider. Quelqu'un qui est éco-anxieux, quelqu'un qui est dans le mal-être, eh ben, il a intérêt à aider les autres. Il se sentira mieux en aidant les autres, sachant qu'il n'est pas tout seul à être éco-anxieux. On est des millions, rien qu'en France, on est des millions à être éco-anxieux. Dans le monde, on est des milliards. Et donc, il faut s'entraider et il faut, très logiquement, sortir de l'impuissance. Je vois que quelqu'un a vu la référence. Donc, concrètement, ça correspond à quoi? S'entraider, alors dans le cadre scolaire, ça peut être d'organiser des moments de partage, des moments d'écoute, potentiellement en utilisant des techniques de communication non violente, sans jugement, où chacun vient exprimer ce qu'il ressent. Ça fait beaucoup de bien d'en parler. Ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à ressentir ce que l'on ressent. Nous avons été, ce n'est pas notre nature, mais nous avons été formés par la société, déformés par la société, à ne pas autant exprimer nos émotions que nous le devrions. Nous les gardons pour nous, ce qui nous fait en fait du mal, ce qui nous ronge de l'intérieur. Il est important de permettre à chacun d'échanger. Et comme ils ne le font pas naturellement, comme on est de plus en plus dans une société du paraître et plus une société de l'échange profond, il faut créer des moments où les personnes peuvent échanger sur leurs émotions. On peut s'aider et s'entraider en organisant des conférences et de la sensibilisation. Là, en fait, on aide toutes les personnes qui ne sont pas aussi sensibilisées que nous. Donc, l'idéal, ce n'est pas que ce soit vous qui les organisiez, c'est que ce soit vos élèves éco-anxieux qui les organisent. Parce que l'émotion est là pour te faire agir. Si tu te mets dans l'action, l'émotion a rempli son rôle et elle s'atténue. Organiser, là, c'est une conférence qui a été faite, je crois, à Sciences Po, organisée par les étudiants qui ont fait venir Delphine Bateau et Jean-Marc Jancovici. Il y a plein d'intervenants très intéressants à faire venir sur ces questions d'environnement. D'ailleurs, toute la journée et ces 3 jours, vous en êtes des intervenants intéressants à faire intervenir. Donc, il faut inciter les personnes éco-anxieuses à passer à l'action et à aider les autres, à sensibiliser les autres. Il faut les aider à faire des actions très symboliques, les inciter à faire des actions très symboliques, parce que le symbole fait partie de nous. Nous sommes des animaux sociaux, les symboles aident à fédérer les groupes et à sentir appartenir à un groupe, et donc se sentir moins seul face à la menace qui semble nous dépasser. Mais elle nous dépasse, nous, en tant qu'individus, elle ne nous dépasse pas, nous, en tant qu'espèce. Donc, si on va chercher les autres, si on va trouver des alliés, on peut y arriver. Donc, c'est aller participer à des marches pour le climat, des actions symboliques, il y en a plein d'autres d'actions symboliques. Participer à des actions symboliques ou de lobbying, c'est déjà agir. C'est loin d'être suffisant, mais c'est déjà agir. D'ailleurs, en parlant de sortir de l'impuissance, donner les clés pour agir, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est donner la méthode. On peut agir individuellement. J'ai constaté, et c'est malheureusement assez bien documenté, que beaucoup de personnes se sentent complètement impuissants face aux enjeux environnementaux, ils ne savent pas par où commencer. Il s'avère qu'il y a un truc très simple qui s'appelle un bilan carbone qui vous dit où est-ce que vous émettez à titre individuel le plus de CO2. Alors c'est une approximation, ça vaut ce que ça vaut. Ouais, mais ça vous donne, voilà, tiens, pour un Français moyen, c'est l'alimentation et les transports qui émettent le plus. Dans la foulée, c'est le chauffage. Bon,
Ben, qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux changer facilement mon alimentation pour réduire mon empreinte carbone? Donc, l'atelier d'automne, c'est une façon ludique de le faire. J'aime beaucoup. Ce n'est pas parfait, mais c'est très sympa. La première fois que j'ai animé un atelier d'automne, tous les participants sont arrivés à la conclusion, à la fin de l'atelier d'automne, « Ah, ça m'a donné de l'espoir. » Ben, ça tombe bien, c'est ce dont j'ai besoin pour compenser la peur, pour créer le mouvement. Donc, j'incite énormément. Il faut organiser des ateliers d'automne avec vos élèves. Ça les aidera, ça les rendra. Vas-y. Alors, c'est très bon pour l'environnement, mais c'est très mauvais pour l'individu de consommer 2 tonnes de vrai gras. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut absolument proposer cet atelier aux milliardaires du CAC 40. Je suis tout à fait d'accord. Et il faut aussi le proposer aux dirigeants politiques. Autre levier, autre levier pour se sentir sortir de l'impuissance, c'est rejoindre des initiatives où des milliers d'humains s'unissent pour essayer d'agir au-delà d'eux-mêmes. Alors l'exemple que j'ai pris, parce que je suis membre du comité scientifique, c'est Time for the Planet, mais c'est loin d'être la seule. De nombreux citoyens vont rejoindre des associations, des mouvements citoyens pour agir au-delà d'eux-mêmes. C'est important. Donc on se sent sortir de l'impuissance quand on agit. D'ailleurs, je vais le répéter, je vais le dire une dizaine de fois en 3 slides, donc c'est parce que c'est vraiment très important. Donc ça, là, j'ai parlé de rejoindre des initiatives. Mais il faut inciter les personnes éco-anxieuses à lancer les leurs. Là, j'ai parlé de Cultive-toi. C'est des étudiants de l'ENSAC, je crois, je ne sais plus. Enfin, je m'y perds avec les acronymes d'école. Mais donc, c'est un groupe d'étudiants, dont un de mes amis, qui ont lancé l'idée pour minimiser les problèmes d'excès de chaleur dans le campus, on va végétaliser les toits et on va faire un potager sur le toit. Ils ont bougé l'école, obtenu l'autorisation de l'école, allé chercher des financements, obtenu des partenariats assez impressionnants. Ils ne sont pas les seuls à le faire ça. C'est une initiative lancée par les étudiants qui a abouti. Il faut inciter vos étudiants à lancer leurs propres initiatives. Ça fait sortir de l'anxiété puisque ça utilise l'émotion négative comme moteur pour agir. Parce que, comme je l'ai dit, et que j'avais dit que je le répéterai, pour sortir de l'impuissance, le moyen le plus efficace, c'est d'agir, puisqu'à partir du moment où on est dans l'action, c'est qu'on a nié l'impuissance. À partir du moment où on est dans l'action, on a admis qu'on pouvait agir. Et on peut agir. Alors, pour aider sur ces questions, j'ai créé avec des amis une association qui s'appelle Mush, wearemush.com, si vous voulez aller faire un tour, où l'idée c'est vraiment d'aller apporter cette écoute, donner les moyens de compréhension et les moyens d'action, que ce soit pour sensibiliser ses proches, son entreprise, son école, ou savoir soi-même comment agir, comment changer. Et c'est vraiment pour, quelque part, accélérer ce qu'on appelle le deuil écologique. On a un monde qui meurt, l'ancien monde qui prévoyait et qui amplifiait la probabilité des catastrophes écologiques. Et il faut changer ce monde, et il faut faire le deuil de l'ancien monde et aller vers le nouveau, et accueillir le nouveau avec espoir. Donc voilà, si vous voulez aider les gens qui sont éco-anxieux, ou si vous-même vous êtes éco-anxieux et que vous voulez vous aider, voici le chemin dont je pense qu'il est pertinent de prendre. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Vas-y. À mon avis, ce n'est pas une question, c'est plus une remarque sur. C'est dans le sens où. Alors, déjà, la première remarque, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, OK, mais tu es en train de vendre. C'est un peu ce que je ressens. Moi, c'est un peu ça le problème, parce que chacun a sa philosophie pour assimiler tout comme. Il y a des gens qui vous expliquent des trucs comme ça à partir de littérature scientifique, ça a autant de pertinence que si j'étais en train de lire la Bible qui me permet de rationaliser un truc que je ne comprends pas que ça fait. Alors, c'était la différence, rationaliser et la Bible. Justement, non, ça c'est rationaliser.
La Bible, c'est symbolisé. Non, mais la Bible symbolise, mais me permet de rationaliser. La Ça- même bon, bah, certes, c'est à partir de beaucoup de symboles, et ça peut être très compliqué. Donc ça, c'était la première remarque. Et la deuxième remarque, elle est beaucoup plus pratique. Et ça va t'obliger à aller beaucoup plus loin dans le développement personnel. C'est le burn-out des militants. C'est le fait que, enfin, du coup, ça ne marche pas forcément avec le tout. Dans le sens où là, je viens de regarder une petite fois et les gars, ils sont sur Mimosa, ils sont sur Lilo, ça veut dire qu'ils ont vraiment décidé de se lancer à fond et de faire une. Enfin, c'est devenu leur activité professionnelle, ils ont trouvé leur place, etc. Ou plus ou moins. Après, Non, ils ont beaucoup. Non, justement, mais bon. Ok, et du coup, en fait, moi, c'est un truc que je vois beaucoup chez les militants, c'est en fait, on est là, on s'agit de faire des malades pendant 6 mois, et après, pendant 6 mois, on juste. Alors, après, on reprend, et je ne sais pas à quel point c'est tenable. Alors, en fait, c'est géré par le côté centré. Le fait d'en parler devient anxiogène, et moi, la solution que je vois par rapport à ça, c'est comprendre comment marche son corps, comment on peut gérer cette émotion, et comment on peut aller. Alors, donc son corps, en fait, on est en plein dedans, et c'est comprendre comment marche son corps et son esprit. Ils sont indissociables, puisque l'esprit n'est jamais qu'une résultante du corps. Mais ça, c'est en fait le burn-out dont tu parles, mis à part le fait, l'excès de dépenses physiques, c'est principalement un excès de dépenses émotionnelles. Et c'est ces tensions qu'il y a entre je me sens seul. Et c'est ça, le côté important, c'est de s'entourer. C'est ça qui va limiter le risque de burn-out. C'est pour ça que l'action seule n'est pas suffisante. Il faut l'entraide et le soutien d'autrui. Nous sommes, je vais insister, nous sommes des animaux sociaux. Nous, je fais des chansons de vulgarisation scientifique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y en a une sur l'éco-anxiété, je pourrais vous la chantonner tout à l'heure. Je vous préviens, je ne chante pas très bien, mais les gens qui l'ont écouté trouvent que j'écris bien. Il faut s'entraider parce que c'est comme un sortilège, vous n'êtes plus seul face au vent. C'est un passage de la chanson. Nous encaissons les difficultés, qu'elles soient d'ordre psychologique ou physique, bien plus facilement qu'on a l'impression d'être accompagné par des gens qui nous aident, qui nous apprécient, qui pensent comme nous. Nous sommes physiologiquement et psychologiquement faits pour ça. C'est comme ça que l'évite de burn-out. Alors, si je peux continuer la réflexion, ça veut dire que les militants, il faut qu'ils arrêtent d'être en contact avec les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et du coup, si je continue la réflexion aussi, c'est-à-dire que si on dit que la meilleure technique, c'est de faire pour que les autres voient un imaginaire différent et soient motivés à changer, c'est peut-être ça la meilleure technique. Tu fais avec les gens avec qui tu vas être soutenu socialement, et du coup, ça va permettre aux autres, juste par imitation, de te soutenir. C'était déjà dans ma présentation. Les autres qui ne sont pas encore dans l'action, tu dois agir pour les sensibiliser, pour les amener dans l'action aussi. Et tu as les clés de compréhension, pourquoi ils ne le sont pas, aussi ce que j'ai mis, il faut les informer, pourquoi ils ne le sont pas, c'est normal qu'ils aient du mal à passer à l'action ou à être aussi sensibilisés que moi, sachant que ce qui est très amusant, c'est qu'une même personne peut être l'éco-anxieux d'un autre. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas au même niveau d'action. Donc, une même personne, avec ses parents, il peut être le chieur d'écolo qui veut nous faire changer nos habitudes, et avec sa bande de potes, il peut être le réfractaire qui n'est pas assez engagé. Même, c'est parce que c'est un gradient. J'ai pas dit justement qu'il fallait s'isoler des autres, parce que d'abord, nous ne sommes pas faits pour ça, mais il faut voir, il faut trouver la force, le soutien psychologique chez des personnes qui pensent comme nous, qui nous aidera à encaisser la baffe de côtoyer des personnes qui ne pensent pas comme nous. On a besoin de soutien, c'est de l'entraide. Il y a un phénomène inverse qui est parfois de pouvoir quitter le groupe pour entouré de personnes qui pensent de la même façon et qui oui. Je pense qu'il faut parler un peu plus fort. En fait, le fait d'être entouré constamment de personnes qui ont un discours écologiste et qui veulent justement mener toujours plus de moyens d'action, tout ça, au bout d'un moment, comme disait Alexandre,
on peut arriver à une saturation et une anxiété et un besoin de sortir de ce cadre-là. De toute façon, je n'ai jamais conseillé de sauver et je suis d'accord, ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, à ce moment-là, le groupe, justement, ne va pas forcément aider, il va être un facteur qui va amplifier les corrections. J'ai dit qu'il fallait avoir des gens qui te soutiennent. Tu peux tout à fait avoir des comportements malsains de personnes qui pensent comme toi. Genre des personnes qui t'en demandent toujours plus. C'est pas ce que j'ai dit, il fallait s'entraider. T'en demander trop par rapport à ce que tu es capable de faire, c'est pas t'aider. Donc, ça demande, et c'est un vrai savoir-faire, c'est un savoir-être. Il faut savoir s'entourer des personnes qui nous conviennent à un instant T. Ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas tout le temps les mêmes. À des moments, on a besoin de se retrouver avec des amis d'enfance et de ne pas parler climat. Puis à des moments, on a besoin de leur parler climat. À des moments, on a besoin de personnes qui pensent comme nous. À des besoins, ça nous ferait du bien d'aller essayer de convaincre des personnes qui ne pensent pas comme nous. C'est une question de dosage. C'est pas. Quand on va dans l'extrême, on aura quasiment toujours tort. C'est une question de. Donc, et oui, il y a des groupes toxiques et il y a des comportements toxiques, quelle que soit la stratégie que l'on opère. Le diable est dans le détail. Mais fondamentalement, ça ne change pas. Nous avons besoin de nous sentir appartenir à un groupe et on crée, et ça sent une douleur quand on se sent rejeté par le groupe, ou pire, quand on a envie nous-mêmes de rejeter le groupe. Je vais faire un aparté parce que ça illustre ça. J'ai fait un barbecue avec des amis récemment. Des amis d'enfance qui me sont très proches, qui sont très importants pour moi. Et à un moment, il y a eu une discussion, je ne sais même pas comment elle est arrivée, parce qu'avec ce groupe d'amis, je sais que j'évite les questions sur l'environnement, parce que j'ai bien vu qu'eux, ils n'aimaient pas. D'ailleurs, je ne devrais probablement pas, mais je suis arrivé à la conclusion que nul n'est prophète en son pays et que j'aurais beaucoup de mal à faire passer mes messages avec eux. Ça me fait un peu de mal, mais je suis arrivé à cette conclusion. Néanmoins, c'est arrivé dans la discussion, je me suis retrouvé à avoir 3 personnes qui essayaient de m'imposer des points de vue que je savais faux, sur lesquels j'avais passé plus de temps de réflexion que eux tous réunis fois 20, et plus de temps de recherche et de documentation, mais ils essayaient, par la pression du groupe, de m'imposer « ton avis, il n'est pas bon, adopte le nôtre ». Ça, moi, je l'ai ressenti comment? Ils n'avaient pas l'humilité de comprendre que sur ce sujet, qui est un peu ma spécialité, j'avais plus d'informations qu'eux. Ils n'avaient pas le niveau de compétence pour que la discussion m'intéresse et que les dialogues soient intéressants. Leurs arguments, je les avais déjà entendus 1000 fois. Et c'est peut-être ça le plus grave, ils n'avaient pas l'empathie de se rendre compte que les 2 premiers points me faisaient souffrir beaucoup. Ce qui a été terrible, c'est que la semaine qui a suivi, je me suis rendu compte que j'étais super irascible et j'ai mis longtemps à comprendre, j'ai mis une semaine à comprendre que j'étais irascible. Pourquoi? Parce que j'étais en colère, profondément en colère. La réaction d'un danger mortel pour l'un des groupes les plus importants de ma vie. L'un des groupes, j'étais extrêmement déçu par eux. J'avais l'impression d'avoir été rejeté par le groupe et j'avais moi-même envie de rejeter le groupe. Donc, danger mortel. Et ce qui est terrible, c'est que nos réactions émotionnelles ne sont pas adaptées à la situation actuelle. La colère ne servait à rien. Je plains le lion qui m'aurait pourchassé dans la savane dans cet état psychologique. Il était en danger. Un prédateur qui m'aurait trouvé dans cet état aurait été en danger. Mais là, je n'avais pas face à moi un prédateur, j'avais des amis. Et une semaine plus tard, j'ai fait le deuil, j'ai pleuré, j'ai essayé d'avoir une discussion avec mon ami d'enfance, ça a foiré complètement, je n'ai pas appliqué la bonne méthode, moi j'ai essayé. Mais c'est pour dire,
il n'y a rien de parfait. Nous sommes des animaux émotionnels, nous avons besoin du groupe, nous avons besoin des autres. Il faut aller chercher ce soutien. Et des fois, ce soutien, il est parce qu'on a des gens qui pensent comme nous, des fois, c'est parce qu'on a des gens avec qui on a d'autres points communs. Mais on a besoin de ces contacts humains, il faut aller les chercher et chercher ceux qui nous correspondent à un instant T. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais je vois qu'il y a une autre question. Oui, mais ce n'est pas moi, ce qui importe, c'est le micro. Mais même meilleur parce que par exemple, faire des codes digitalisés, mais est-ce que ça met en place le sens des équipes de ces ingénieurs qui participer ensuite, on en fait, je sais pas, des actions sont parfois juste cosmétiques et professionnelles, et on est content, et on a des journées de 24 heures, parce qu'on peut, et du coup, bien choisir une action qui nous va bien, se sent bien, mais tout de même avoir une sorte d'analyse de l'iceberg et de voir profondément si elle va vers le sens idéal. Alors, pour lister lister les actions, très bien, c'est marcher le travail des gens, mais il y a deux problèmes à ça. Je ne peux pas vous le mettre dans une conférence de 45 minutes, parce que pour lister et expliciter les actions pertinentes, si je veux le faire comme il faut, je dois expliciter le concept. J'ai déjà donné la méthode pour les actions individuelles. Vous commencez par regarder votre bilan carbone et vous regardez où est-ce que c'est le plus efficace de réduire. Pour l'immense majorité des personnes, ça va être de je mange moins de viande, ça tombe bien, c'est bon pour la santé. Un Français moyen, un Occidental moyen consomme 5 fois trop de viande par rapport à ce que l'OMS recommande pour sa santé, sans même rentrer dans des considérations écologiques. Si vous voulez limiter vos risques de cancer et manger moins de viande. Pour les jeunes, ça a aussi des problèmes d'obésité, études scientifiques récentes. Donc ça, c'est les actions, c'est la méthode. En fait, donner des actions aux gens, ce n'est pas la bonne solution. Il faut leur donner des méthodes pour identifier les actions, parce qu'après, c'est à eux de choisir l'action qui leur correspond. Donc, la méthode pour les actions individuelles, c'est le bilan carbone pour après agir. La méthode, si on veut agir de l'entreprise, sur les questions environnementales, c'est notamment d'aller dire à son entreprise, fais ton bilan carbone et vois ce que tu peux réduire. Ça, c'est la méthode. Il y a d'autres actions qui peuvent paraître anecdotiques, mais d'abord, c'est la somme de plein d'actions qui paraissent anecdotiques, peut être important. Et maintenant, prenons les toitures végétalisées. Ça peut faire baisser, alors de mémoire, de 10 degrés la température ambiante au sol autour du bâtiment. Ça peut contribuer à nourrir les gens qui sont dans le bâtiment. Si on fait, là c'est un maraîchage végétalisé. Donc est-ce que c'est vraiment anecdotique? Ça dépend complètement comment c'est fait. Le diable est dans le détail. Et on ne peut pas, en quelques minutes, rentrer dans toutes les considérations de toutes les actions. Ça demande un cursus scolaire complet, voire plusieurs. Sur comment est-ce qu'on remet en cause un système capitaliste, ça demande de déjà comprendre ce que c'est que le capital. Ça demande de comprendre ce que c'est que la propriété privée, ça demande de comprendre que le capitalisme est un très mauvais terme qui devrait s'appeler privatisme, puisque le capitalisme, selon la définition de Marx, c'est la propriété des outils de production, que l'on peut appeler capital si on a envie, par le privé. Mais que, quand on a un système communiste, le capital existe toujours. Donc c'est complètement absurde d'avoir appelé ça le capitalisme, puisque le capital existe indépendamment du fait qu'on soit dans un régime communiste ou pas. Quand un arbre crée un tronc, il fait du capital. Il investit de l'énergie aujourd'hui, du travail, pour faire un outil de production qui lui permettra de capter plus de lumière demain. Le capital n'est pas une invention humaine, c'est une invention de la nature et du vivant. Donc, pour intégrer comment on change le monde, il faut comprendre le monde. C'est long. Ça ne se fait pas en 10 minutes. De quoi? Ah mais il y en a 15 000, mais moi j'ai sorti celle de Marx parce que c'est la plupart des gens qui critiquent le capitalisme se réfèrent à Marx.
quelque part, je m'en fiche un peu de la définition. Enfin, plus exactement, c'est la complexité derrière les mots qui m'intéresse. Parce que quelque part, le mot, je peux le changer. J'invente un mot et j'appelle ça gronde et on parle plus de capitalisme, mais qu'est-ce qu'on veut changer? Et puis je définis ce qu'on veut changer. Et Aguilar en fait un petit peu justice à ta présentation. Plutôt que de parler du développement personnel, en fait, ce qui serait pertinent, c'est de parler des développements sociaux. L'expression gratuite à réutiliser la prochaine fois sans l'expression développement personnel comme tradition, ça peut être utile rhétoriquement. Mais par contre, j'avais quand même une remarque sur ce qui concerne, je pense, des enjeux de vulgarisation. Notamment lorsque tu fais référence à la psychologie évolutionnaire, il y a un enjeu quand même dans la vulgarisation assez prégnant de jusqu'où on peut utiliser les analogies en les utilisant de manière transparente, c'est-à-dire sans clarifier qu'il s'agit d'analogies. Le cas précis que j'ai en tête, c'est lorsque tu parles de la manière dont en psychologie évolutionnaire, il y a souvent effectivement cette représentation des phénomènes divers, des fonctions cognitives, sous la forme de divers logiciels. Je vais utiliser ces mots. J'ai juste à utiliser ces mots. Oui, tout à fait, je sais bien. Mais c'est le problème quand on va utiliser des mots d'un champ sans clarifier la portée de ces choses-là et en les posant comme si c'était l'état de la scientifique sur ces questions. Parce qu'en réalité, ce qui se cache derrière ces utilisations de mots, logiciels, etc., c'est ce qu'on appelle dans ce champ-là, en particulier plutôt dans le champ qui critique la psychologie émotionnelle. Ça s'appelle l'hypothèse de la modularité massive. Et cette hypothèse, elle n'est pas du tout consensuelle en biologie de l'évolution et en particulier en biologie de l'évolution du cerveau. Donc, du coup, elle a l'air quand même un peu dominante. Elle n'est pas consensuelle, mais elle est dominante. Pas en biologie de l'évolution, en psychologie évolutionnaire. Oui, mais c'est pas la même chose. Oui, mais alors. Psychologie évolutionnaire, c'est pas biologiste de l'évolution. Oui, mais là, on parle de psychologie. Oui, mais justement. La vie, je vais être très cru, hein. La vie d'un plombier, quand je dois choisir mes légumes, ne m'intéresse pas. Ça marche aussi en sciences. C'est psychologue évolutionnaire. Un biologiste est un biologiste, un psychologue est un psychologue. Non, les psychologues évolutionnaires justifient l'emploi des concepts qu'ils utilisent sur le fait qu'ils se basent sur la biologie de l'évolution. Or, en l'occurrence, cette hypothèse-là, en particulier, pas toute, hein, il y a des parties de la psychologie évolutionnaire très intéressantes et fondées sur la biologie. Mais cette hypothèse-là, en particulier, elle est très contestée par la biologie de l'évolution. Et donc, à mon sens, au-delà du débat qui fait son cours avec le rythme de chansons script, à mon sens, je pense qu'il faut avoir une attention extrêmement précise et vigilante quand on utilise certains concepts dans le cadre de la vulgarisation, parce qu'on risque de porter à son public des représentations qui vont leur donner l'impression que c'est ça l'état de l'art en connaissance, alors même qu'il y a un affrontement. Oui, mais justement, j'ai vulgarisé de la psychologie évolutionnaire. Et là, tu me dis, oui, mais il y a une autre branche de la science qui n'est pas d'accord. Ouais, mais moi, j'ai vulgarisé de la psychologie évolutionnaire. Donc après, c'est un point. Oui, mais après, c'est un point complètement mineur, parce que quelque part, j'en ai rien à fiche. Sur mon point, c'était de dire on est tiraillé entre deux choses qui veulent être dans une même direction. Quelque part, j'en ai rien à fiche de savoir si c'est entre guillemets un logiciel et un autre logiciel qui se tire le mou, ou si c'est un même logiciel qui est en incohérence tout seul. C'est pour ça que je parle de vulgarisation, en fait. Oui, mais la vulgarisation est toujours fausse. Il faut à avoir le choix qu'on fait pour faire passer une idée de quel concept on utilise. Oui, mais la vulgarisation est toujours fausse. Quand même, il mériterait d'être affiné et de se dire quelque chose. C'est, en tout cas, moi je t'invite, visiblement tu connais bien le sujet de la psychologie évolutionnaire vu les termes que tu as employés.
Et ça, et je ne serais même pas surpris que tu connaisses mieux le sujet que moi. Je t'invite à aller regarder la chaîne YouTube Homo Fabulous. Je connais très bien. D'accord. C'est à ce titre que je fais ça. D'accord. Cette question arrive à la fin de la conférence. Merci. Du coup, je vais couper à distance. Voilà. Non, on n'a pas de